voit effectivement le problème que vous avez derrière, c'est que votre oreille, elle fait une poche tout en arrière, qui est remplie un petit peu de sécrétion, puis on ne voit pas très bien les limites de cette poche. Les vertiges, c'est vraiment comme si on a pris une bonne cuite, et puis qu'on voit tout tourner, on voit le plafond tourner tout autour de soi. Tu grimpes sur le lit, vas-y, tu te couches. T'as mal à ses oreilles aujourd'hui? L'otite est très douloureuse. Non, pas mal. C'est une des choses les plus douloureuses. Je crois que tous les adultes qui ont eu une otite ou qui en ont eu beaucoup étant enfants, ils s'en souviennent. T'as pas d'otite. On regarde l'autre. L'oreille est un organe qui fascine de par sa complexité. Ce labyrinthe en partie caché dans la tête est unique à chacun. D'ailleurs, avant de prendre les empreintes digitales des coupables, on faisait des clichés des oreilles pour pouvoir les reconnaître. L'otologie est la science qui étudie cet organe et vous allez le voir, c'est un monde passionnant car la structure de l'oreille est à la fois très performante et fragile. Céline Salamé est fascinée par les parties du corps. Elle a peint 250 oreilles de femmes et d'hommes durant 3 ans. Son œuvre montre à quel point cet organe est différent d'une personne à l'autre. Ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a à chaque fois les mêmes éléments qui varient à l'infini. En fait, puis au niveau déjà des tailles, des formes, de la grandeur du lobe. Enfin, je ne connais pas tous les termes, mais ça part dans tous les sens, c'est assez impressionnant. Et elles sont déjà très nettement définies chez les petits-enfants, et après comment ça évolue avec l'âge, avec les marques du temps, c'est intéressant. L'oreille a 2 fonctions principales, l'audition et l'équilibre. Pour une fois, nous allons mettre de côté les problèmes de surdité pour parler de maladies qui sont méconnues et qui affectent l'oreille moyenne et l'oreille interne. C'est avec vous que j'ai parlé ce matin. C'est extraordinaire, là, ils ont marqué que j'avais mis 6 heures pour faire une opération d'oreille. Ça, c'est pas vrai, j'ai jamais dépassé 2 heures, moi. C'est les patients qui racontent. Albert Mudry est un spécialiste de l'oreille. Il est passionné par l'histoire de l'otologie et il exerce son métier de spécialiste ORL depuis plus de 20 ans. Venez, bien. Voilà, je vous laisse prendre place. Merci. L'oreille, en fait, a 3 parties. Une partie dite externe, le pavillon de l'oreille, le conduit auditif, jusqu'à la membrane du tympan. Une deuxième partie qui est l'oreille moyenne, qui contient les 3 petits osselets et puis une petite communication avec le nez, qu'on appelle la trompe d'Eustache. Et puis une troisième partie qu'on appelle l'oreille interne, qui contient la cochlée, qui est l'organe de l'audition, et puis les 3 canaux semi-circulaires, qui sont l'organe de l'équilibre. Et ensuite, vous avez un nerf qui part de la cochlée, l'organe de l'équilibre, et qui va jusqu'au cerveau. L'oreille externe sert de protection. Le pavillon va focaliser le son que le conduit auditif va canaliser et amplifier pour qu'il arrive au niveau du tympan. Puis vient l'oreille moyenne qui amplifie le son et l'envoie à l'oreille interne. En passant par le tympan et les osselets, l'onde sonore va se transformer en onde mécanique, en vibration. Dans l'oreille interne, cette vibration va faire bouger le liquide qui se trouve dans la cochlée. Dans ce liquide, il y a des cellules qui ont des cils et le mouvement de ces cils va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique qui va partir au cerveau. L'oreille est donc faite de 3 composantes, une partie acoustique, une partie mécanique et une électrique. Ce système est complexe et fragile à la fois et lorsqu'il est perturbé, les conséquences peuvent être lourdes. Là au fond, il y a 3 petits osselets qu'on voit bien. Le premier qui est ici, c'est l'étrier. Le deuxième qu'on voit là, c'est l'enclume. Et le troisième qui est là, c'est le marteau. Donc l'étrier, c'est à peu près 4,5 mm de hauteur, l'osselet. L'enclume, c'est 8 à 9 mm de grandeur et le marteau, à peu près la même chose. Alors je vais regarder dans vos oreilles. Elena Arion est à quelques jours de subir une opération de l'oreille. La jeune femme a un cholestéatome, une maladie de l'oreille moyenne qui agit comme une sorte de carie, qui peut être grave.
Elena a commencé à avoir des problèmes d'audition il y a environ 5 ans, alors qu'elle était dans son pays d'origine, la Roumanie. Maladie de l'oreille, je vais vous expliquer. J'ai des problèmes avec les oreilles depuis quand j'étais trop petite. Ma mère, elle a été toujours avec moi chez oréliste, chez spécialiste, toujours fait des petits traitements comme ça. Mais bon, j'ai jamais pensé que j'arrive ici. J'ai jamais pensé que c'est quelque chose de grave. Seulement que j'attendais pas beaucoup. Et puis elle coulait de temps en temps. Moi, je pensais que c'est un bouchon. Je sais pas trop de choses de médecin, mais bon. Ça faisait pas mal? Non, je n'ai pas de douleur. J'ai rien de tout, seulement que je n'entends pas beaucoup. Et puis ça coulait dans le temps, mais ça coulait pas beaucoup. Donc, c'était pas quelque chose qui me fait peur. Oui, là on voit effectivement le problème que vous avez derrière, c'est que votre oreille elle fait une poche tout en arrière qui est remplie un petit peu de sécrétion, puis on ne voit pas très bien les limites de cette poche. Donc l'opération, on va tourner tout autour de ça, on va la ressortir complètement. Donc là, j'espère qu'on arrive à reconstruire quelque chose. Hein? Moi aussi j'espère, parce que je ne veux pas l'appareil, pas du tout. Vous pourriez rattraper combien de... Si on est dans des bonnes conditions chirurgicales, entre 80 et 90% de l'audition. Ça, c'est super. Oui. Mais ça dépend de votre étrier. Si le troisième osselet, le petit l'étrier est là, avec lui, on a ces chances-là. S'il est déjà détruit, c'est plus difficile. Là, on est à 60%. Si elle n'est pas traitée à temps, la maladie peut atteindre l'oreille interne, toucher le nerf facial ou les méninges. Pour l'instant, la seule façon de se débarrasser d'un cholestéatome est de l'enlever. Petite poche en haut aussi. Les cholestéatomes, des fois ce qu'on a c'est surtout des débris de peau, mais lui c'est surtout inflammatoire. Il y a surtout ces granulations inflammatoires, cette espèce de gelée comme ça. Donc on va nettoyer. Là on voit cette gelée. Vous voyez ces trucs-là qu'on aspire autour, là, c'est ça qui est tout inflammatoire et du cholestéatome. Il faut qu'on enlève ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une maladie un petit peu sournoise parce que les premiers symptômes sont souvent pas très importants. On peut avoir une oreille qui coule pendant un petit moment, on fait un traitement, ça s'arrête, ou l'audition baisse un tout petit peu. Mais ce n'est pas une pathologie qui est très flambante avec des douleurs, etc. Donc il faut s'en méfier quand on a certains types de symptômes. C'est très inflammatoire comme truc. Le docteur Mudry tient à sensibiliser les gens à cette maladie qu'il opère toutes les semaines et qui reste encore méconnue. Alors, ça c'est le marteau, celui-là. Ce premier-là, ça c'est l'enclume ici. Et puis là, on voit que l'enclume, il est bouffé. C'est une maladie, je dirais, qui est devenue plus rare en Suisse depuis qu'on a introduit une prise en charge systématique des enfants avec les médecins pédiatres, médecins généralistes, etc. Mais ça reste une maladie quand même relativement fréquente, surtout dans les pays où ils n'ont pas le même système de santé qu'on a chez nous. Donc moi, j'en opère quasi un par semaine parce que c'est beaucoup des gens qui viennent de l'extérieur par l'immigration en Suisse qui représentent encore ce type de pathologie. D'accord. Alors, quand on a fait ça, maintenant, on a beaucoup moins de risques pour son audition, parce que ce qu'il faut qu'on garde à l'œil, c'est l'étrier qui est là-dessous. Je m'en occuperai après. Ça vient souvent d'une évolution, pas d'une seule otite, mais de plusieurs otites qui n'ont pas été très bien soignées au début. Et puis le tympan va commencer à se déformer un tout petit peu. Puis à un moment donné, par réaction enzymatique, il y a ce mécanisme, j'appelle de carie, qui va commencer tout doucement. Alors quand on les détecte au début, la chirurgie est simple. Puis plus la situation avance, plus la chirurgie devient compliquée, plus on doit faire attention à des structures qui sont dangereuses qu'on peut rencontrer dans l'oreille. Anne-Marie Vazem est aussi passée par la case opération il y a 2 ans. Elle n'avait jamais entendu parler du cholestéatome avant de se faire opérer. D'ailleurs, le diagnostic n'est pas venu tout de suite. Son médecin ORL n'a jamais vu la maladie. Pourtant, pendant 5 ans, à raison de 3-4 fois par année, elle avait des infections, des oreilles qui coulent et elle perdait graduellement l'ouïe. J'allais chez mon ORL qui me nettoyait ça et puis qui me mettait des antibiotiques, une crème avec antibiotiques, jusqu'à la prochaine
entrevue, quoi. Vous étiez déçue que le diagnostic soit pas venu plus tôt? Disons, à quelque part, oui. Parce que peut-être que j'aurais... Oui, si ça avait été... Il y aurait peut-être eu moins de dégâts au niveau de mon oreille, parce qu'il m'a dit que c'était pas mal étendu. Anne-Marie Vazem a donc changé d'ORL qui a directement vu la maladie et l'a transférée chez M. Mudry pour se faire opérer. Aujourd'hui, après cette opération, elle a récupéré un peu de son audition et elle a pu reprendre sa passion, celle de chanter dans un chœur. Tu viens me montrer tes oreilles? On va regarder. Le cholestéatome provient souvent d'otites mal soignées durant l'enfance. Le docteur Philippe Guillemin voit passer beaucoup de jeunes avec des otites moyennes qui peuvent dégénérer. Il existe 2 types d'otites moyennes qui nécessitent des soins. L'otite moyenne aiguë purulente et l'otite séreuse. Elles sont souvent causées par une accumulation de liquide provenant du nez. Lorsqu'une infection touche les végétations dans le nez, à l'arrivée de la trompe d'Eustache, qui fait le lien entre le nez et l'oreille, ces végétations peuvent empêcher le liquide de s'écouler correctement. Cela entraîne une variation de la pression et une augmentation de liquide à l'intérieur de l'oreille moyenne. Qu'est-ce qu'on va dire? Impec. Debout, jeune homme. C'est tout bon. Tu reviendras me voir dans 6 mois. C'est normal pour un enfant de faire 1, 2, 3 otites par année, c'est classique. Le pédiatre gère ça très bien, donne des antibiotiques, ça se guérit. Et par contre, quand il en fait 7, 8, 9, 10 fois par année, là c'est trop, et il y a un risque de complication. Donc on doit quand même intervenir, s'occuper, faire quelque chose. C'est quoi les complications? Alors les complications de l'otite moyenne aiguë, ça peut être la perforation du tympan. Ça peut être la mastoïdite, c'est-à-dire l'infection de tout l'os de la base du crâne, et éventuellement ça peut aller jusqu'à la méningite. C'est des choses qu'on ne voit plus maintenant depuis qu'on a les antibiotiques, mais avant l'ère des antibiotiques, c'était la complication principale et c'était une des causes de mort infantile chez ces enfants. Alors Arnaud, viens me montrer tes oreilles. Viens. Tu grimpes sur le lit, l'otite est très douloureuse. C'est une des choses les plus douloureuses. Je crois que tous les adultes qui ont eu une otite ou qui en ont eu beaucoup étant enfants, ils s'en souviennent. Ça fait très mal. Arnaud a eu ses otites moyennes aiguës depuis l'âge de 8 mois. Les douleurs étaient importantes et les nuits difficiles. On lui a finalement enlevé les végétations pour que l'air circule mieux et depuis, il n'a plus eu d'otite. T'as pas d'otite? On regarde l'autre? Déjà tout prêt? Alors je tourne. Le petit Elio, quant à lui, a eu une autre sorte d'otite, plus sournoise. Le deuxième grand type d'otite qu'on voit, c'est ce qu'on appelle l'otite séreuse ou l'otite séromuqueuse, qui est en fait une otite qui ne fait pas forcément mal, c'est simplement l'accumulation derrière le tympan, dans la caisse du tympan, d'un liquide qui peut aller d'un liquide très clair comme de l'eau jusqu'à du liquide épais, gluant, collant, et qui va rendre en fait l'enfant sourd. C'est un enfant c'est comme si on vous met un bouchon dans l'oreille, vous allez mal entendre. Et là, la complication de cette otite-là, c'est l'évolution. D'abord, c'est la surdité, parce que l'enfant entend mal et il va moins bien développer ses capacités auditives, et il va aussi moins bien développer son langage, parce que s'il entend mal, il ne va pas pouvoir répéter ce qu'il entend de manière correcte. Et là aussi, c'est parfait. Cette otite n'est souvent pas douloureuse et les conséquences peuvent être graves. Elle peut évoluer vers un cholestéatome si elle n'est pas soignée à temps. Pour Elio, le docteur a dû faire un drain dans l'oreille pour évacuer le liquide et pour que l'air puisse circuler de nouveau normalement. Voilà, ça fait une oreille qui marche bien. Yannick Tsaug est le chef de la polyclinique ORL du CHUV. Il voit plusieurs enfants au printemps pour des otites justement. Et en été, les adultes viennent aussi nombreux pour soigner cette fois-ci des otites dites externes. Qu'est-ce que c'est l'otite externe? L'otite externe, c'est une infection de la peau en fait, du conduit auditif externe. Et puis, c'est soit avec une bactérie qui vient là, qui prolifère et puis qui infecte la peau, soit un champignon qui prolifère et puis qui infecte la peau.
Ça, c'est un petit peu les deux agents principaux. C'est assez douloureux. Ouais, c'est généralement très douloureux. Les gens ils peuvent venir consulter au milieu de la nuit parce que ça fait atrocement mal. Mais c'est quelque chose de facilement traitable. Et puis on peut les soulager en leur donnant des contre-douleurs. Et puis le traitement, c'est surtout des gouttes antibiotiques qu'on met dans l'oreille pendant quelques jours. Puis généralement les symptômes disparaissent assez rapidement. Et puis après on n'en parle plus pour tout l'été. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces otites externes? Je pense qu'il faut éviter d'aller se gratter dans l'oreille pour essayer de s'enlever le cérumen. Donc ça, c'est peut-être le premier message qu'on peut faire passer. C'est éviter au maximum de traumatiser l'oreille parce qu'elle se nettoie toute seule. Et puis ça évite de faire des surinfections au niveau de l'oreille. Puis l'autre chose, c'est quand on sort de la douche ou de la piscine, on peut se sécher l'oreille ou bien se la vider en mettant la tête un petit peu sur le côté gauche ou sur le côté droite. Et puis la sécher soit avec le linge, soit avec un fun. Dans l'eau avec la plongée, est-ce qu'il y a des risques? Puis est-ce qu'on a tendance à minimiser un peu ces risques? Bon, alors la plongée, les risques qui sont l'otite externe, parce qu'effectivement on va mouiller l'oreille, il y aura de l'humidité qui va rester dans le conduit auditif. L'autre partie qu'on peut avoir, c'est l'équilibration des pressions dans l'oreille. Quand on descend en profondeur, avec l'eau, il y a une énorme pression qui se crée sur l'extérieur. Puis il faut pouvoir bien équilibrer les pressions entre l'extérieur et l'intérieur de l'oreille, qui est l'oreille moyenne. Et ça se fait aussi par la trompe d'Eustache. Et c'est la même chose que quand on descend depuis Nanda jusqu'à Sion, par exemple, où on a une différence d'altitude, on a les oreilles qui sont bouchées. Il faut pouvoir les déboucher soit en bâillant, soit en se pinçant le nez, puis en soufflant fort, pour pouvoir équilibrer les pressions. Sinon, le tympan il est repoussé vers l'intérieur et puis il peut aller jusqu'à être déchiré. Qu'est-ce qui se passe une fois que le tympan est déchiré? Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut faire en chirurgie ou... Généralement, un tympan déchiré, il faut surveiller sa cicatrisation. La première chose à faire, c'est tester l'audition, voir s'il y a d'autres choses qui ont été atteintes. Puis la deuxième, c'est d'éviter de mouiller l'oreille pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre par cette perforation dans l'oreille moyenne, qui va créer une infection. Et puis là, ça va créer plein de problèmes pour la cicatrisation. En protégeant l'oreille, en la gardant au sec, la plupart du temps, le tympan va finir par cicatriser par lui-même, comme si on avait une plaie sur la peau. Ça va finir par se refermer. Néanmoins, il y a une partie des patients chez qui le tympan ne se ferme pas. Et à ce moment-là, effectivement, on doit proposer une intervention pour reconstruire le tympan, fermer le tympan. Si les otites se guérissent avec des antibiotiques ou des drains, que le cholestéatome s'enlève par une opération, ce n'est pas le cas des maladies de l'oreille interne, beaucoup plus difficiles à traiter. Car l'oreille interne garantit aussi l'équilibre du corps. Isabelle Besson l'a appris à ses dépens. La première fois, c'était il y a 6 ans. C'était en me réveillant un matin, je sors du lit, enfin on saute du lit, je tombe. Alors je me demandais ce qui se passait et je me suis relevée, je suis retombée une deuxième fois et puis j'ai commencé en fait à vomir. J'ai dû me coucher, je voyais tout tourner et je pouvais vraiment plus fermer les yeux. Et puis j'avais des vertiges et des nausées. Puis ça a duré combien de temps? Et ça a duré, cette grosse crise a duré en tout cas une bonne matinée. Après j'ai été voir un médecin dans la matinée. Et puis l'après-midi, la grosse crise avait déjà passé. Tu veux un truc comme ça? Son médecin lui parle alors d'un problème d'oreille interne. Isabelle ne consulte pas plus loin. La crise passe et les vertiges durent environ 1 mois, puis plus rien. Jusqu'à cet hiver, 6 ans plus tard, où les vertiges reviennent. Les 2 fois, j'ai eu la chance d'avoir mon mari qui était là, mais c'est vrai que je me pose souvent la question si ça m'arrive, une fois que j'ai les enfants, un matin où il n'y a personne à la maison, je ne sais pas comment je ferais parce que c'est impossible même d'aller chercher le téléphone ou je dois me traîner pour aller chercher le téléphone. Et puis, je ne peux rien faire à la maison, je ne pourrais pas m'occuper des enfants, donc c'est très handicapant. Isabelle
Isabelle n'a pas été chercher un diagnostic. Pour elle, la situation n'est pas encore trop grave. Mais elle croit peut-être avoir une maladie de Ménière, car c'est une des maladies de l'oreille interne les plus fréquentes. Tout d'abord, la maladie de Ménière, qui est une maladie qui provoque des vertiges, qui provoque des troubles de l'audition et qui provoque des acouphènes. Donc il faut qu'on ait ces 3 symptômes en même temps pour pouvoir parler de maladie de Ménière. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui évolue par crise. Donc la première fois qu'on a un épisode comme ça, c'est toujours difficile de dire c'est une maladie de Ménière. Donc il faut qu'on ait 2 voire 3 épisodes pour se dire, ben voilà, on est dans un contexte de maladie de Ménière. Ça, c'est une des grandes catégories de vertige de l'oreille. Le deuxième groupe de vertige de l'oreille, c'est ce qu'on appelle le vertige paroxystique bénin de position. Donc en fait, dans l'oreille, dans ces 3 petits canaux semi-circulaires, il y a un petit endroit où il y a des petits cristaux qui sont dedans, qui justement par rapport au mouvement du corps, ils détectent la position qu'on a. Parfois, ces cristaux ont été déplacés, souvent suite à un mouvement brusque ou à un choc. Alors à ce moment-là, ça fait des vertiges qui sont de très courte durée, mais qui sont très impressionnants parce qu'on bouge la tête d'un coup, puis tout d'un coup on a l'impression que le monde se dérobe. Donc là, c'est de nouveau des vertiges qu'on connaît bien, qu'on est capable de provoquer en consultation, et puis par des manœuvres tout à fait simples, on est capable de régler le problème la plupart du temps. Donc la difficulté de ce vertige-là, c'est le diagnostic souvent. Mais d'une fois qu'on l'a fait, c'est bon. Puis le troisième groupe de pathologies vertigineuses de l'oreille, c'est ce qu'on appelle la neuronite vestibulaire. Donc c'est une maladie le plus souvent virale du nerf de l'équilibre, qui est une des 2 parties du nerf numéro 8 qui va dans l'oreille. Puis lui, à ce moment-là, fait des vertiges qui sont assez invalidants pendant 2-3 jours. Il n'y a pas toujours un problème d'audition avec. Et puis ça se traite en général par un traitement médicamenteux puis du repos quelques jours. Les problèmes de vertige qui surviennent avec les maladies de l'oreille interne posent surtout des problèmes de par le fait qu'ils sont imprévisibles. Ce sont ces 3 canaux semi-circulaires qui sont responsables de l'équilibre. Ils se situent dans les 3 plans de l'espace. Ils nous permettent donc de savoir dans quelle position nous nous trouvons exactement dans l'espace, si on avance, si on recule ou si on descend. Dans ces canaux se trouvent des cils qui baignent dans un liquide renfermant des cristaux. Si ce système est perturbé par un surplus de liquide, si les cristaux retombent sur les cils ou si un virus perturbe le nerf de l'équilibre, les vertiges surviennent. Quel genre de manœuvre on peut faire pour soigner ces vertiges? Alors on essaye de repositionner les cristaux dans un endroit où ça dérange un petit peu moins, en couchant les patients sur la gauche et sur la droite, avec la tête dans une certaine position. Ça dépend dans quel canal les cristaux se mettent. Et donc ça nécessite de faire 2-3 manœuvres pour savoir quel canal est atteint, et puis ensuite de les repositionner, les cristaux un petit peu au bon endroit. Les causes exactes des maladies de l'oreille interne restent méconnues, car pour les étudier, il faudrait pouvoir examiner cette oreille interne, l'ouvrir, mais cela la détruirait. Et puis la recherche se concentre principalement sur l'audition, pour pouvoir recréer un jour des cellules ciliées capables de capter le son. C'est sûr que la science, elle avance, mais elle avance probablement pas aussi vite que ce qu'on aimerait. Finalement, le rêve ultime, c'est de se dire, mais ces 15 000 cellules au fond de l'oreille, au fond de la cochlée, est-ce qu'on arrivera un jour à les régénérer? Donc à l'université de Stanford, ils ont commencé des travaux maintenant avec des cellules embryonnaires. On arrive à faire développer ces cellules embryonnaires en cellules ciliées. Maintenant, la question suivante, est-ce qu'on arrive à le faire dans une oreille? Est-ce qu'on arrive à les réimplanter dans une oreille? Ça, c'est de la musique d'avenir. C'est vrai que peut-être le jour où on arrivera à faire ça, on aura beaucoup plus de succès dans le traitement de certains types de surdité. L'oreille est un organe fascinant. Pour certains, elle est source d'inspiration, pour d'autres, elle est sujet d'étude. Pour mettre en place sa fonction d'audition, toute une structure complexe et minuscule est sollicitée. Pour assurer sa fonction d'équilibre, la partie interne ne doit aucunement être perturbée. Chaque coin et recoin de ce labyrinthe encore parfois mystérieux est sensible, délicat, mais lorsque tout fonctionne, il permet d'accomplir un petit miracle, entendre tout simplement. L'oreille est un organe fragile qu'il faut soigner depuis l'enfance pour éviter des conséquences graves qui peuvent affecter l'audition. Si vous avez l'oreille qui coule par exemple ou que vous entendez mal, mieux vaut consulter votre médecin.
Pour ce qui est de l'oreille interne, les problèmes liés à l'équilibre peuvent être handicapants. Il n'y a pas grand-chose à faire pour les prévenir. Par contre, certaines techniques simples peuvent être efficaces pour soigner les vertiges. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine.